Ah là là, c'est toujours balèze de commencer une vidéo. Toi et moi, et lui et elle, ont pas un traumatisme commun. Et ce traumatisme, c'est la peur, l'effroi, l'interdiction de pouvoir libérer totalement notre créativité. C'est tout simplement la peur d'être créatif. La peur d'être vraiment créatif. Ce qui passe par différentes choses comme la peur de vraiment écouter notre voix intérieure, la peur de libérer ses idées, la peur de les matérialiser sur du papier par exemple, la peur de les exprimer, la peur d'inventer des nouvelles formes, la peur de les partager, de les exposer et la peur de changer le monde avec ses idées. Pourquoi a-t-on peur d'être créatif? Bon, t'as vu, j'ai bossé mes intros à mort. Tout le monde m'a dit que mes intros étaient méga longues, méga chiantes. Donc du coup, j'essaye d'être percutant dès le début. Et quand je parle de trauma, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Non, je pense qu'il y a vraiment, vraiment un trauma. Le nombre de fois où j'ai entendu oh, moi, je ne suis pas créatif, moi, j'ai pas d'idée. Est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que je peux me permettre de proposer ces idées? Je n'oserais jamais monter sur scène, je n'oserais jamais exposer mes dessins, je n'oserais jamais. Est-ce que je peux le penser différemment? Est-ce que aussi je peux me réinventer différemment? Parce que la créativité, c'est aussi la capacité de se réinventer. Le nombre de fois que j'ai vu ces interdictions, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui est plus grand, qui est plus fort, c'est pas euh, juste un sentiment individuel, il y a quelque chose de beaucoup plus systémique, générationnel, sociétal. Alors tu vas me dire un trauma, non mais vas-y, c'est trop gros. Mais alors, si on regarde vraiment la définition d'un trauma, qui est un événement qui dépasse notre capacité d'adaptation, comme un geste durant l'enfance, parce que bien évidemment, si on parle de trauma, on parle d'enfance, et si on parle de créativité, on parle aussi d'enfance. Ah tiens, on commence à construire quelque chose. Et c'est vraiment une empreinte psychique qui va modifier nos croyances, nos comportements, nos pensées, durablement, même des années plus tard. Et c'est d'autant plus fort que cet incident, ces incidents-là, ces phrases entendues, ces chocs durant l'enfance, ces moments de honte, par exemple, tout le monde a déjà vécu un moment de honte à l'école, vraiment modifient tout ce qui va se passer pendant les années futures. Donc, quand je parle de trauma, c'est vraiment un trauma lié à cette impossibilité d'être pleinement créatif. Cette blessure invisible peut aussi être inconsciente, parfois consciente, parfois inconsciente, parfois individuelle, mais surtout sociétale, beaucoup plus large, même historique, ça a été interdit. Et donc, dans cette vidéo, si vraiment tu te reconnais dans tout ce que je raconte, eh ben on va explorer pourquoi vraiment on a peur d'être créatif. Une fois qu'on sait qu'il y a un trauma, c'est bien beau d'essayer de le dépasser, mais encore faut-il essayer de comprendre les racines du trauma. Peut-être ensuite pour pouvoir mieux l'accepter, mieux le négocier, et tout ce que je te souhaite, c'est de pouvoir le dépasser et d'être pleinement, pleinement à fond dans tes idées et d'ouvrir les vannes. Et puis ça s'en va dans le monde. Qui dit trauma dit conséquences. Donc, quelles sont les conséquences de ce trauma? Eh ben, ça peut aller tout simplement d'une forme de déconnexion à soi-même. À soi-même, dans le sens où la créativité est une partie inhérente de tout être humain. On pourrait même dire de tout être vivant, mais ça nous emmène dans d'autres considérations philosophiques sur la nature. 95% des enfants de moins de 8 ans sont des génies créatifs, sont considérés comme des génies créatifs quand on leur fait passer des tests, et quand ils ont 25 ans, ils n'arrivent plus qu'à 2%. Donc, la créativité fait partie de chacun de nous, et à partir du moment où elle a été tout un tas de mécanismes qui ont fait qu'elle a été interdite, eh bien, il y a forcément une déconnexion qui se passe vis-à-vis de soi-même, une sorte de désalignement.
quand j'accompagne des personnes qui ont envie de se lancer dans un projet, un premier projet artistique ou créatif, un mot qui revient souvent, c'est j'ai besoin de me sentir aligné. Comme s'il y avait un désalignement au moment de la dissociation entre qu'est-ce qu'on vit au quotidien, qu'est-ce qu'on se construit comme identité et qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Les conséquences sont multiples, ça peut être la perte de confiance en soi, la procrastination, voire même la culpabilité de ne pas pouvoir être aussi créatif que quand on était gamin, la peur excessive du jugement, la dépendance au regard de l'autre, la dépression, l'isolement, que des belles choses. Et tout ça, ça vient d'un conflit intérieur entre, d'une part, le besoin de sécurité, qu'on a tous, et d'autre part, le besoin de liberté, qu'on a tous aussi. De liberté, d'aventure, d'expression de soi, d'individualité, d'excitation. Quand il y a une dissociation entre ces deux conflits, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a envie de s'exprimer de ouf, on a envie de mettre ses couilles sur la table, on a envie de sortir toutes ses idées, on a envie de les partager, mais rien ne se passe, eh ben, ça mène à une forme de dépression. Ça, c'était les conséquences d'un point de vue individuel qui, mis bout à bout, nous font arriver tout doucement vers un petit burn-out dépression. Je quitte mon boulot et j'ai envie de faire de la céramique. Putain de merde. Est-ce que ça vous parle? Ou d'écrire enfin mon livre. Saviez-vous que une personne sur trois a envie d'écrire son livre? C'est ouf, non? Après des années de réflexion, je te partage ma thèse. Pourquoi on a peur d'être créatif? Des années de réflexion, des années d'observation personnelle, d'observation de mes étudiants, de mes amis qui se disent pas créatifs et des gens que j'accompagne, et de des milliards d'artistes que j'ai regardés, étudiés et à qui j'ai partagé. Cette théorie, je l'appelle le trauma de la convergence. Je m'explique. La plupart des blocages créatifs sont liés à l'identité. C'est-à-dire, je ne suis pas capable, j'ai peur d'échouer, je pense que mes idées sont pas bonnes. C'est toujours lié aux croyances limitantes qui sont liées à l'identité de la personne. Pas sur des croyances qui sont liées, par exemple, à des croyances religieuses. Les gens sont tout à fait d'accord que la créativité existe, que certaines personnes créent, mais eux, personnellement, et peut-être que toi ça te parle, croient qu'ils n'en sont pas capables, ou qu'ils n'en sont pas autorisés, ou même qu'ils ne peuvent pas s'autoriser eux-mêmes, voire même qu'ils ne peuvent pas autoriser les autres à ce que les autres s'autorisent eux-mêmes parce que ça les renverrait au fait qu'eux ne s'autorisent pas. Donc ça devient compliqué là. Donc, revenons-en à l'identité. Ton identité, comme la mienne, c'est l'ensemble des croyances qui te traversent et que tu as décidé de garder pour construire qui tu es, ce que tu crois être. Comme des flux, tu vois, comme un gros carrefour. Et au point d'intersection, tout ce qui reste, eh ben ça s'agglomère et ça construit une identité. Revenons-en à tous ces flux qui te traversent. Il y a par exemple ta famille, ton éducation familiale, qui peut encore être morcelée avec l'éducation de ton père, l'éducation de ta mère, de tes frères et sœurs, de tes cousins, plein de choses, de ta scolarité, qui peut aussi être subdivisée avec ton collège, ton lycée, tes différents profs, tes différentes expériences. Ta première entreprise, ta seconde entreprise, ta religion, la société. Tous ces modèles-là de croyances t'ont traversé et ont construit ton identité. Et j'en viens au fait. Oui, c'est vrai, c'était un peu compliqué, mais tu vas comprendre pourquoi je te raconte tout ça. Que tu sois de gauche ou de droite, que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, que tu aies grandi dans une famille X, Y, Z. Qu'est-ce que tous ces modèles-là ont en commun? Ce sont, la plupart du temps, des modèles de pensée convergente. Qui est l'extrême opposé de la pensée divergente, la base de la créativité?
La pensée convergente, c'est un processus cognitif qui est lié à la connaissance, qui vise à trouver une solution unique, optimale et correcte. Donc ça veut dire que c'est souvent une pensée séquentielle, c'est-à-dire linéaire, une pensée rationnelle, c'est-à-dire qui utilise toutes les connaissances déjà connues, c'est un raisonnement analytique, et c'est une pensée binaire, c'est-à-dire à partir du moment où on cherche quelque chose qui est correct, il y a du vrai et il y a du faux. Il y a des étapes, il y a un ordre. À l'école, on apprend à trouver la bonne réponse qu'on attend de nous. Tout comme il y a une façon de réussir sa vie, il y a un bon métier, il y a une bonne façon d'être en famille, une bonne façon de faire l'amour, une bonne façon de manger, etc., etc. Une bonne façon de penser. Quand on voit les débats politiques, on dit que, en fait, il y a deux marteaux qui sont en train de se rentrer dedans et qui disent non, 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 il y a qu'une seule façon de faire. Non, non, je te promets, j'ai raison. Et en extrême opposé, ou complémentarité, il y a la pensée divergente, qui, elle, à une situation donnée, va nous permettre de penser tout un tas de possibles idées. Du coup, on n'est pas dans le vrai ou le faux, on est dans l'exploration. Du coup, on n'est pas dans une pensée linéaire, mais on est dans une pensée en arborescence. Et on va privilégier l'originalité, la flexibilité et la fluidité. Et si vous ne savez pas ce que c'est la fluidité, regardez ma vidéo comment libérer sa créativité. Donc, à partir du moment où si toute ta vie, ce que tu as vu en grandissant, ce que tu as entendu comme phrase, comme geste, c'était lié à tendre vers une réponse optimale, unique, de la façon dont tu allais réussir ta vie, dont tu allais avoir un bon mariage, etc. Au final, devenir adulte, ce serait comme si c'était ta capacité à ingérer les injonctions extérieures. Pour dire, bah voilà, l'adulte, c'est celui qui sait bien se tenir à table, qui a les bonnes réponses, qui sait faire ce qu'on attend de lui ou d'elle. Pauvre définition de ce que c'est être adulte. Mais en tout cas, c'est souvent ça. Les humains, par rapport aux animaux, sont l'espèce de mammifère qui a le plus longtemps de gestation des enfants. Il faut 18 ans ou 20 ans pour qu'on passe de l'âge enfant à l'âge, entre guillemets, adulte. Tellement qu'il y a de règles. Comment tenir son couteau, comment tenir sa fourchette, comment parler, comment se comporter dans telle situation, comment on enterre, comment on se marie, comment il faut faire ceci. Il y a tellement de choses qu'il faut 20 ans pour former un citoyen qui corresponde à ce qu'on attend de lui ou d'elle. Donc tu m'étonnes à quel point ça fait peur d'être créatif et de sortir de la norme. Et pour bien comprendre ça, à quel point ces injonctions touchent à la nature profonde de qui on est en tant qu'être humain, car la créativité, je le répète, est un fait humain, il faut voir déjà comment on utilise le mot divergent. Par exemple, à l'école, quand on dit qu'il y a un esprit divergent, c'est que c'est un élève à corriger. En médecine, quand on dit qu'il y a une personnalité divergente, c'est qu'elle a des troubles mentaux. Dans les sciences, bon bah, quand il y a un calcul divergent, ça veut dire juste il est faux, il est erroné. Dans la politique ou dans les entreprises, on dit que ils ont des intérêts divergents, ça veut dire qu'en gros, il y a eu clash, c'est pas bien. Et dans la religion, diverger de la doctrine officielle, c'est carrément une hérésie. Donc à chaque fois, il y a une façon de faire et tu es tenu de connaître et d'appliquer la réponse. Sinon, t'es puni. Donc par exemple, en famille, tu peux être privé de dessert, mais à l'école, tu peux redoubler. C'est une forme d'humiliation ou de honte aussi. Au travail, tu peux être sanctionné, blâmé, tu peux avoir comme des sanctions économiques. Dans la société, sortir de la norme, ben, par exemple, euh, les homosexuels étaient passibles de prison parce qu'ils sortaient de la norme. Et en Chine, les artistes étaient même tués, tout simplement, ou torturés. Et religion, je finis, hop, bam, tu vas en enfer, basta, basta, allez, tu vas en enfer. Et quand on regarde vraiment la nature du mot diverger, diverger, ça veut dire s'écarter du groupe. Donc, embrasser ta pensée divergente, c'est le risque de t'écarter du groupe qui fait arriver sur l'exclusion, la honte, la peur du rejet, etc. C'est merveilleux. Alors si tu te demandes encore pourquoi tu as peur d'être créatif, eh ben je peux plus rien pour toi. Il y a plusieurs choses qui sont en jeu dans cette peur profonde d'être
pleinement créatif, de libérer totalement ses idées. La peur de l'échec, la peur du ridicule, l'impossibilité de croire que nous-mêmes, on est créatif. Et dans la divergence, il y a cette peur profonde d'être rejeté par le groupe. C'est pourquoi la plupart des créatifs sont dans des contextes où leur créativité sera valorisée. C'est ça la grande différence entre des personnes qui sont très créatives ou en tout cas qui vivent quotidiennement leur créativité plutôt que des personnes qui s'empêchent d'être créatives, parce que je pense que tout le monde est créatif. C'est que les personnes très créatives ont projeté l'idée dans leur construction identitaire que plus elles auront des idées, plus elles seront valorisées par leur groupe. Et ça change tout. Donc, si t'es prof d'art et que tu as envie de motiver tes élèves qui n'ont pas l'air d'être motivés, crée un système dans lequel l'élève qui va prendre le risque de proposer une idée sera valorisé. Et non seulement il y aura l'envie de créer, mais en plus il y aura l'envie d'appartenir au groupe et d'être valorisé pour sa prise de risque ou sa capacité à diverger et à sortir des codes. Voilà, c'était du lourd. Mais cette vidéo me tenait vachement à cœur. J'espère qu'elle passera un petit peu de baume sur cette blessure invisible qu'on partage tous. Et quand je dis tous, c'est que moi qui me considère comme quelqu'un de très créatif, dernièrement j'ai fait des peintures qui ont encore débloqué d'autres niveaux que je ne m'autorisais pas avant. Donc la créativité, c'est quelque chose d'exponentiel, c'est pas juste j'ouvre un peu les portes. Le jour où tu ouvres les portes, tu t'aperçois qu'en fait derrière, il y a une armée de gars qui attendent derrière et qui sont prêts à sortir. Voilà, donc pour terminer, que faire avec tout ça maintenant qu'on a bien compris? Bon, bah déjà, la première chose, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a un trauma, c'était l'intro, puis en plus, maintenant, il faut comprendre le trauma, c'est ce que j'essaye un petit peu de faire dans ce message. Et puis après, il y a le travail personnel qui est d'apprendre à accepter ce trauma, c'est-à-dire ben, j'ai peur de peindre en très grand. Oui, c'est normal. On a tous peur de peindre en très grand. C'est ce qui te permettra ensuite de négocier avec ton trauma. Peut-être pas 2 mètres tout de suite, mais je peux commencer à faire un 50 cm sur 60 pour ce que je te souhaite, et c'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne, dépasser ce trauma et voir qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les portes, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as de plus profond que tu as envie de raconter, exprimer, exposer au reste du monde. En une phrase, qu'est-ce que je te propose de garder de cette vidéo? Bien sûr, il y a des petites phrases qui vont parler, qui vont s'incruster dans ta tête et qui demain vont continuer à faire effet comme des cachets effervescents. Comme si je posais des petites bombes là dans ton esprit et que à retardement et au bout d'un moment, les gens se disent «Eh mais ouais, mais carrément!» Par exemple, quand je te dis qu'il y a des traumas, des gestes ou des chocs émotionnels qui empêchent la créativité. Je te pose cette question et j'aimerais beaucoup avoir ta réponse en commentaire. Car oui, j'ai jamais eu de commentaires, non, j'ai très peu de commentaires dans mes vidéos. Je fais les vidéos parce que je kiffe les faire, mais ça me ferait méga plaisir que tu commentes cette vidéo. Et la question que je te pose, c'est quelle est la pire phrase, quelle est la pire injonction que tu as reçue qui t'a créé la peur d'être pleinement créatif? Une phrase que tu as entendue d'un parent, à l'école, une manière de faire, c'est quoi qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus traumatisé dans ta prise de liberté, ta prise de pouvoir? Et bien sûr, tu peux aussi laisser un petit like de ouf. Je pensais pas le dire un jour, mais c'est vrai qu'en fait, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus, je reçois des messages en privé de gens qui me disent «Merci pour ta vidéo, c'est cool». Et je me dis «Ben, vas-y, dis-le en commentaire, ça me ferait encore plus plaisir». Ah oui, j'en étais à la conclusion. Je m'en mêle les pinceaux. Bah, pensez en arborescence, pensez en arborescence. Cette petite phrase qui est pas petite et elle a l'air un peu compliquée. Mais franchement, j'espère qu'elle va t'apporter. Le manque de créativité. Le manque de créativité n'est pas lié à une défaillance cognitive innée. Alors, défaillance cognitive innée, c'est-à-dire je n'ai pas les capacités à la naissance. Non, elle est davantage liée au niveau d'injonction, de pensée convergente que tu as intégré à ton identité. Je le refais. Le manque de créativité est moins lié à un déficit cognitif à la naissance, vu que
90%, 95% des enfants sont créatifs. Donc c'est pas la peine de dire, moi je suis pas créatif. À la naissance, tu l'étais. Jusqu'à tes 8 ans, jusqu'à tes 5 ans, t'étais un génie créatif. Donc le manque de créativité n'est pas lié à un déficit cognitif inné, plutôt que le niveau d'injonction à la pensée convergente que tu as intégré à ton identité. Voilà, je te laisse ça comme une petite bombe, comme un sachet de thé là qui va diffuser pendant toute la semaine. Je te laisse remémorer toutes les choses que tu as vues et entendues dans ta vie. Et si tu as envie de dépasser ça, eh ben, contacte-moi. Créativement,